Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, allons retrouver la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans nos studios de Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a présenté le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé? C'est un exercice qui, visiblement, a été fait avec sérieux. C'est 84 pages. Il y a eu beaucoup de travail là-dedans. Il y a eu beaucoup d'analyses. C'est très intéressant à lire. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, on s'attendait déjà que la conclusion allait être que le Québec était viable, que le Québec souverain était viable. Autrement, le PQ allait pas faire tout ce show-là pour que finalement nous dire, excusez-nous, on s'est trompé, le Québec n'est pas viable économiquement s'il est souverain. Et là, on savait que la conclusion était écrite d'avance. Oui, mais il n'a pas dit que ce serait parfait, par exemple. Non, et c'est là où, il y a quand même une je trouve dette, qu'il y a un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas se séparer du Canada sans prendre notre part de la dette canadienne. On est après tout Canadien encore. On va récupérer cette dette-là. Il y a encore des détails qui manquent, par contre. Là où moi, on répond pas nécessairement à certaines questions, c'est on a pris la croissance économique projetée dans un Québec-province, puis on l'a collé à la croissance économique d'un Québec souverain. Or, on le sait, Pauline Marois elle-même le disait, après la souveraineté, il y aura des années de turbulence économique. On ne peut pas prétendre que tout ça ne va rien changer. Les exportations vont demeurer les mêmes. Les entreprises vont continuer à opérer comme si de rien n'était. Que la nouvelle frontière, elle ne change rien aux échanges commerciaux. Que l'ALENA, c'est pas grave si on ne l'a pas. On va continuer à exporter de cette manière-là puis à importer de la même manière. Bref, le volet croissance économique, là, je pense qu'on peut pas aujourd'hui nous dire ou nous faire croire que tout va demeurer la même chose, là. Et quand on parle de croissance économique, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Les recettes fiscales des particuliers, les recettes fiscales des entreprises. Et évidemment, ça joue sur la colonne des dépenses et la colonne des revenus. Donc, tout ça est très fragile, mais c'est correct parce que c'est de la politique fiction, Julie, qu'aujourd'hui, on n'était pas dans les détails, on n'est pas à la veille d'un référendum, on n'est pas à la veille de la séparation. Et donc, ces détails-là, éventuellement, pourraient un jour venir. C'était pas l'exercice d'aujourd'hui. En même temps, les prochaines élections, c'est en 2026 et Paul Saint-Pierre Plamondon est très clair, Yasmine. Advenant le cas où le Parti québécois prendrait le pouvoir, il parlait dans un avenir assez rapproché d'une souveraineté en 2027. Il est clair dans... Oui. Il est très clair et limpide dans ce qu'il veut faire, là. Il n'y a pas de « allez-vous faire un référendum si vous êtes élu ». La réponse est oui et voici ce qu'on veut faire. C'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon est un politicien qui assume tout à fait le fait qu'il soit un souverainiste convaincu. Il ne cherche pas à finalement s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis non, peut-être pas au premier mandat, le deuxième mandat, la gouvernance souverainiste. Non. Lui, c'est dès que j'ai le pouvoir, je vais organiser un référendum que je souhaite être gagnant et procéder à la souveraineté. Quel va être l'impact d'une campagne électorale basée sur la souveraineté? Parce que c'est pas ça qu'on a vu ni dans la campagne électorale générale il y a 1 an, ni même dans la partielle il y a 1 mois. Ça n'a pas été la souveraineté qui était au cœur de tout ça. Là, on parlait de comment on allait gérer le Québec. Mais là, s'il nous dit que 2026, 2027, c'est une année référendaire, c'est sûr que la prochaine campagne électorale, tant un François Legault qu'un Parti libéral du Québec, un Québec solidaire, ils vont presser le Parti québécois à essayer de donner plus de détails sur à quoi ressemblerait une campagne référendaire, un référendum et les perturbations sociales et économiques qui viennent avec. Parce que même si un référendum est perdant, là, finalement, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences sociales, il y a un déchirement qui se fait et le PQ doit démontrer que c'est justifié de faire traverser le Québec une telle période trouble. Mais dans le conflit opposant Israël et le Hamas, l'aide humanitaire, Yasmine, commence à rentrer, mais c'est vraiment au compte-gouttes. En l'espace de 3 jours, est rentré ce que ça prendrait, et même encore plus, 100 camions par jour en l'espace d'une journée. Ça, ce sont les besoins qui sont extrêmement criants pour la population vulnérable. Et les bombardements d'Israël qui se poursuivent dans le sud de la bande de Gaza aussi. Oui, c'est dommage de voir que ça continue, qu'il n'y a pas beaucoup d'appels des alliés d'Israël à un cessez-le-feu, à diminuer la tension, à entamer une désescalade.
D'un côté, finalement, on a plus de 5 000 morts du côté palestinien, dont plus de 2 000 enfants qui sont décédés dans la dernière semaine. C'est énorme. Et de l'autre côté, oublions pas qu'il y a encore 200 otages qui sont pris dans la bande de Gaza, des otages israéliens qu'il faut libérer le plus rapidement possible. Il s'agit tous ici de civils qui tombe à cause d'un conflit entre une organisation terroriste et le gouvernement israélien. Et finalement, les enfants, les femmes, les hommes qui n'ont rien demandé, qui sont en train de payer pour ça. Mais au-delà de ça, on voit aujourd'hui la Maison-Blanche qui appelle Israël à attendre avant de commencer l'offensive terrestre. Est-ce que c'est un synonyme plus doux pour appeler un cessez-le-feu éventuel? J'ai hâte de voir la suite, mais je suis assez déçue du gouvernement Trudeau qui ne réclame pas ce cessez-le-feu-là. Et c'est le cessez-le-feu, le seul mécanisme qui permettrait de sauver des vies civiles. Alors, plutôt que continuer à dénoncer la perte de vies civiles, pourquoi ne pas demander officiellement un cessez-le-feu de manière à pouvoir en garantir la sécurité? Je pense que le Canada devrait faire comme la France, notamment, qui avait voté pour une résolution au Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et Yasmine, en terminant, on vient tout juste d'apprendre que le Hamas affirme avoir libéré 2 autres otages, donc 2 femmes enlevées lors de la fameuse attaque du 7 octobre dernier qui étaient détenues à l'intérieur de la bande de Gaza pour des raisons humanitaires pressantes. C'est ce qui est écrit, un peu comme on l'avait fait vendredi dernier avec 2 Américaines. Alors, encore une fois, ce sont 2 femmes qui ont été libérées. Vendredi, c'était une Américaine et sa fille. On ne connaît pas toutefois l'origine des 2 otages qui viennent d'être libérés, mais on affirme que c'est grâce, encore une fois, à la médiation du Qatar. Et on ajoute également l'Égypte. Alors, il faudra voir ce que ça signifie. Peut-être que ça vient repousser un peu l'offensive terrestre d'Israël. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Julie. Très heureuse d'avoir été avec vous durant la dernière heure. Je vous invite demain à un nouvel épisode de Sur Cube Radio. Cet épisode